Les grands maîtres du judaïsme, nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle et docteur en histoire. Et vous nous parlez ce matin du maître Rav Kook. Oui, nous allons parler aujourd'hui du Rav Kook, qui est le premier grand penseur du sionisme religieux, également le premier grand rabbin d'Israël ashkénaze. Il avait recréé lui-même ce titre de grand rabbin. Alors, le Rav Avraham Yitzhak Kook naît en Lituanie en septembre 1865. Il va étudier dans la célèbre yeshiva de Volojine, fondée par Rabbi Chaim de Volojine, le principal disciple du Gaon de Vilna. Il va étudier auprès d'un très grand maître, dit le Natsiv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, une figure centrale du judaïsme non chassidique de l'époque, qui aura des centaines de disciples et dont le commentaire du Pentateuque de la Torah est encore étudié aujourd'hui. Le Natsif d'ailleurs, qui a fait partie de la direction des Amants de Sion, la première organisation juive pressionniste politique fondée par Léon Pinsker et qui voit dans le retour à Sion la seule solution des maux connus par le peuple juif. Auprès du Natsif, le Rav Kook va acquérir dès son jeune âge une réputation de grande sagesse. Il se marie en 1886 et devient rabbin d'une communauté d'une petite ville de l'actuelle Lettonie. En 1889, 3 ans plus tard donc, il perd sa femme alors que sa fille a 1 an et demi. Il se remarie rapidement et sa seconde épouse aura notamment un fils avec lui, Tzvi Yehuda, qui sera l'élève et l'héritier spirituel du Rav Kook. Dans ce 19e siècle, marqué par la Haskalah, le mouvement des Lumières juives, et alors que l'orthodoxie traditionnelle est en perte de vitesse, le Rav Kook constitue par sa personnalité un symbole de la destinée juive, descendant à la fois des Chassidim et des Mitnagdim, et s'étant inspiré de ces 2 écoles de pensée. Oui, et néanmoins, il ne va pas rester en Lettonie actuelle, dans cette région-là. Il va partir en terre d'Israël. Oui, en 1904, il va réaliser son rêve de s'installer en terre d'Israël, où il devient rabbin de Jaffa, de Yafo, et des colonies agricoles juives autour, qui n'ont encore que quelques années d'existence. Alors, cette période est particulièrement féconde pour la pensée du Rav Kook. Il écrit une grande partie des textes qui lui serviront de matière première pour les œuvres qu'il publiera plus tard. Ces textes ont un large champ d'application: l'individu et la collectivité, le peuple juif et les nations, le bien et le mal, ou encore l'univers et Dieu, le nécessaire respect du non-juif. De la discussion pour lui jaillit la lumière, et il n'hésite pas à polémiquer avec ses collègues rabbins. Ces différents écrits, notamment de Halacha, montrent son amour de la terre d'Israël. Après tout, il a choisi de tout sacrifier pour s'y installer. Mais également l'influence qu'a sur lui la Kabbalah, le mouvement de mystique juive. Surtout, il refuse d'opposer les juifs entre eux à cause de leur manière de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion, et il va le montrer de manière extrêmement concrète. Oui. Alors, l'un de ces importants ouvrages est consacré à la repentance. Oui, Orot HaTshuva, un livre qui a été traduit par le regretté professeur Beno Gross. Dans ce livre, en effet, le Rav Kook expose sa conception de l'idée de repentance de la Tshuva. Il reprend les thèmes principaux, psychologiques, moraux, religieux de ce concept et le replace dans le contexte d'une philosophie de l'histoire, se référant à la mystique juive, mais aussi aux théories des philosophes modernes. Les Lumières du Retour abordent, outre le problème central du repentir, du péché et du mal, les questions du lien entre matière et esprit, liberté et nécessité, évolution et histoire, mort et rédemption universelle, et c'est donc véritablement un résumé de toute la pensée du Rav Kook. Alors, il avait des rapports avec les pionniers qui l'entouraient. Quels étaient-ils, ces rapports? Alors, il était donc rabbin de Yafo et des Oui. colonies agricoles autour. Et ces colonies agricoles étaient constituées avec des membres qui étaient socialistes, ou en tout cas qui étaient très éloignés, totalement éloignés de la pratique religieuse. Et alors que les rabbins ultra-orthodoxes se contentaient d'ignorer à l'époque ces pionniers, lui, le Rav Kook, va se rapprocher d'eux, dialoguer avec eux et surtout soutenir avec force leur travail agricole, qu'il approuve du fait qu'il s'agit de faire refleurir la terre sainte, la terre d'Israël. C'est un rabbin qui comprend les nécessités du temps, et
il va autoriser la consommation des fruits de la Shemitah, ce qui lui valut l'opposition féroce des rabbins ultra-orthodoxes. Le Rav Kook mène une polémique contre ces rabbins de Jérusalem au sujet de l'année sabbatique. Il s'agit de laisser la terre en jachère pendant une année tous les 7 ans, comme l'ordonne la Torah. Le Rav défend la prorogation de l'autorisation d'utiliser la fiction juridique de vendre la terre pendant une année instaurée par les autorités halakhiques précédentes afin d'éviter l'effondrement total de l'agriculture. Et il va très loin dans son opposition avec les rabbins, s'inspirant d'une pensée de Rabbi Chaim de Volojine qui parle de ceux qui sont sages pour faire le mal. Cette polémique sur l'année shabbatique devient un débat halakhique mondial, mais jusqu'à nos jours, puisque lorsque nous arrivons tous les 7 ans dans une année de Shemitah, et cette année, nous sommes dans une année de Shemitah, nous nous basons en Israël, notamment sur l'autorisation du Rav Kook, pour que l'économie israélienne continue à fonctionner, malgré l'opposition de certains rabbins ultra-orthodoxes. Alors, le Rav Kook ne va pas s'occuper que de ces questions agricoles. Il va également encourager une école qui associe l'étude traditionnelle de la Torah et l'étude des matières profanes, toujours avec l'opposition des rabbins de Jérusalem. Il va imposer dans cette école l'étude du Kuzari de Yehuda Halevi. Et il va quand même soutenir les écoles traditionnelles de Jérusalem qui ne donnent aucune place aux études profanes. C'est en fait un rabbin de consensus. Oui, et c'est donc le début de l'école juive moderne, finalement. D'une certaine manière, Hein? oui, en tout cas, Ouais. il va soutenir ses projets. Ouais. Et il sera un vrai soutien également du sionisme politique. Exactement, de par son œuvre religieuse, mais également politique. Il est coincé en Europe au début de la Première Guerre mondiale et il va y rester jusqu'en 1919, où il retournera enfin en Palestine pour devenir le premier grand rabbin moderne de la terre d'Israël. Alors pendant qu'il est en Europe, il se rend en Suisse pour un rassemblement visant à la création d'un parti juif orthodoxe international, Agudat Israël. En 1916, il devient brièvement rabbin d'une communauté orthodoxe en Angleterre et il va donc être aux premières loges de la déclaration Balfour, à laquelle il est extrêmement favorable, et il va s'opposer ainsi avec virulence aux dirigeants de la communauté juive britannique. Il voit en la réinstallation des Juifs en terre d'Israël le début de la rédemption et la déclaration Balfour comme étant une étape supplémentaire vers cette rédemption. Et donc, il va rester quelques années, comme je le disais, en Angleterre, avant de retourner en Palestine, où il est nommé grand rabbin de Jérusalem, avant de recréer le titre de grand rabbin d'Eretz Israël, et devenir donc le premier grand rabbin ashkénaze de la terre d'Israël à l'époque moderne. Ils font également la yeshiva de Merkaz Harav, et ils luttent contre les Britanniques pour obtenir l'accès au mur des lamentations. Il va mourir en 1935 et avant même la création de l'État d'Israël donc, mais il a théorisé ce qui constitue encore aujourd'hui les bases du sionisme religieux dont son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, a été l'un des promoteurs les plus importants. La yeshiva de Merkaz Harav demeure aujourd'hui la yeshiva sioniste religieuse la plus importante d'Israël. Il a été l'initiateur d'un mouvement d'idées voyant dans le sionisme politique, un mouvement laïque pourtant, les prémices de la venue du Messie et de la délivrance. Merci infiniment, Ariel Danan, pour cette histoire du Rav Kook. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.